semaine en pareille heure. Madame, Messieurs, je vous dis encore bienvenue dans Politique à la carte, votre émission d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce soir encore, on se retrouve autour de cette table pour parler politique, pour voir ce qui est d'actualité. C'est notamment le discours du chef de l'État, discours sur l'état de la nation. Vous le savez, le chef de l'État s'est adressé, dressant pratiquement le bilan de l'année ou même de son quinquennat face à la nation. Nous allons également revenir, ça s'est enchaîné après ce discours à la nation. Le chef de l'État fait une sortie médiatique chez nos confrères de France 24 et RFI, où il s'est étalé sur la situation politique et les questions politiques de l'heure en République démocratique du Congo. Il a eu à aborder plusieurs sujets, que ce soit dans son discours sur l'état de la nation, tous les secteurs ont été passés au peigne fin, mais aussi dans cette interview, plusieurs questions. Le chef de l'État a répondu à plusieurs questions. Nous allons essayer un peu d'analyser, d'entrer en profondeur, de voir ce qu'il a dit. Est-ce que ça cadre avec ce qui se passe sur le terrain? Alors voilà, ça c'est le tout au premier sujet, mais en deuxième partie, vous le savez, et déjà c'est aujourd'hui que débute la campagne électorale. Ça veut dire le temps des élections a déjà pris de la vitesse et va atterrir, aboutir d'ici le 20 décembre pour les élections présidentielles. Alors il se pose toujours une question autour de la candidature unique de l'opposition. Parmi les 25 candidats de l'opposition, les représentants de 5 candidats se sont retrouvés en Afrique du Sud pour parler, pour voir comment se mettre ensemble, mais visiblement il est toujours difficile qu'un nom puisse sortir du lot pour être candidat de l'opposition. On va essayer aussi d'en parler. Est-ce que cette opposition va aller jusqu'au 20 décembre en étant dispersée? Est-ce qu'elle est incapable de se réunir autour d'une personne? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le pouvoir est en train de tirer les ficelles pour pouvoir garder cette opposition toujours dans l'état de division? On va essayer un peu de comprendre quelque chose autour de cela. Vous le savez, ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est en compagnie des invités que je reçois sur ce plateau, la majorité et l'opposition. Aujourd'hui, la majorité sur ce plateau est représentée par Alain Camille. Il est cadre de la DEFAT, donc parti de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir à mes chers compatriotes, mes chers semblables que je porte à cœur. Bonsoir également à mon co-débatteur ce soir. En face de vous, l'opposition ici, valablement représentée par Denis Bédessi, qui est cadre de SID, de Martin Fayoulou Madidi. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir. Non seulement cadre de l'AMOUKA, Martin Fayoulou, soit décidé, mais aussi opposant à Félix Tshisekedi ici au Katanga. Voilà, ça vous ne cessez de le revendiquer. Alors, on va commencer. Je vous retiens, je vous pose cette toute première question. Le chef de l'État s'est adressé à la nation, il a fait son discours sur l'état de la nation. 24 heures ou 48 heures après, il s'est également adressé, il s'est exprimé via médias interposés. Voilà. Quand vous entendez Félix Tshisekedi parler, que ce soit sur on va y revenir en détail, mais de manière globale, quand vous entendez Félix Tshisekedi s'exprimer, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, Félix Tshisekedi a fait son discours de la campagne électorale anticipée devant les gens qui bouffent tout l'argent de la République. Non, mais c'est un discours constitutionnel, il doit faire chaque... Un discours constitutionnel, mais la réalité de ces discours, c'est une campagne électorale anticipée. Néanmoins,
le président de la République détient le pouvoir exécutif en RDC. C'est-à-dire, il doit nous présenter, en tant que le chef de l'exécutif, tout ce qu'il a fait pendant sa mandature. Et il doit nous présenter aussi tout ce qu'il avait promis. Il a promis pendant sa campagne électorale en 2018, qu'est-ce qu'il a réalisé, et qu'est-ce qu'il a réalisé pendant son exercice et son quinquennat de 5 ans ici. C'est ça que Félix nous a présenté. Mais dommage, Félix a oublié quelque chose aussi à nous présenter. Il devait quand même nous dire que la RDC connaît 3 guerres pour le moment. La première guerre, c'est la guerre de M23 là-bas. Là, il a souligné. Et la deuxième guerre, c'est la famine avec comme méfait la malnutrition aiguë. Les gens meurent de ça. Et la troisième guerre, c'est la guerre d'étouffement dans 2 villes seulement, dont les gens connaissent les exodes dans toutes les provinces de la RDC. Donc, il est rempli seulement 2 villes. La ville de Kinshasa et la ville de Lubumbashi. Comme conséquence, les dirigeants qui dirigent ces villes souffrent d'une maladie qu'on appelle essoufflement. C'est-à-dire, il y a des méfaits d'essoufflement. La population, à ses côtés, vont souffrir de dépression et d'autres maladies psychologiques. Cette maladie d'essoufflement nous fait voir comment la ville aujourd'hui est devenue sale. C'est à cause des essoufflements qui sont les méfaits d'étouffement dans des villes. Du temps de Mobutu, lorsque les villes se remplissaient, on demandait aux gens de rentrer au village pour aller faire les champs, travailler là-bas et nourrir aussi la population. Mais aujourd'hui, nous préférons que nos villes puissent se remplir pour des raisons de foi politiques aussi. Et le discours est passé. Dans le discours, il a parlé même des salaires des gens. Je ne sais pas si Félix tient compte de la souffrance des peuples congolais lorsqu'il dit qu'un enseignant touche 400 000. On va revenir dans les détails hein, sur différents points, notamment les grands points de l'enseignement, oui, la sécurité et le social. Oui, allez-y, concluez pour cette vue d'ensemble du discours, avant qu'on entre dans les détails. Oui, dans le discours, il a parlé de la sécurité, des sociales et aussi des élections. Comment lui-même va gagner les élections que Kadima est en train d'organiser sans pourtant l'audit des fichiers électoraux. Et nous avons dit, nous sommes d'accord, on ira aux élections, mais toujours avec les revendications. Puisque nous, de décider, nous savons une chose. Après le départ de Félix Tshisekedi, le pouvoir n'ira pas à une autre personne. Ça quitte Félix Tshisekedi, ça part directement chez Martin Fayoulou. Pourquoi le pouvoir doit partir chez Martin Fayoulou? Les pays qui réussissent dans ce monde, c'est-à-dire les qualités d'un bon président, le président doit avoir ces 3 qualités. Premièrement, il faut être intelligent. Deuxièmement, il faut être honnête. Et troisièmement, il faut être courageux. La seule personne... Fayoulou remplit tous ces 3 caractères. Très bien, on va revenir à vous. Le temps de donner la parole à Camille. Discours sur l'état de la nation, interview sur un média étranger. Quel est votre aperçu général de ces sorties du chef de l'État? Merci, M. Narcisse. J'aimerais de prime abord faire voir au peuple congolais qui nous suit que le discours sur l'état de la nation n'avait rien de la campagne électorale. Le chef de l'État, en prenant pouvoir, en proposant au peuple congolais son programme de gouvernance, cela voulait autrement dire qu'il avait signé un pacte social avec ce peuple qu'il aime et qu'il porte à cœur. Et l'article 77 de la Constitution lui donne l'obligation de s'adresser à la nation une fois l'an via le 2 chambres parlementaires. C'est dans cette optique que le chef de l'État s'est acquitté de ce devoir constitutionnel, chose que
mon prédécesseur n'a pas eu à dire clairement. Alors, cela étant, le chef de l'État s'est acquitté de ce devoir pour faire voir au peuple congolais avec lequel il a signé ce pacte social, disais-je. Et dans une certaine manière, ça lui permet de faire campagne anticipée. Non, le problème est que nos frères de l'opposition ne savent pas dire ouvertement au peuple congolais qu'en ce jour, seul Félix-Antoine Tshisekedi peut faire utilement usage et de la plus belle manière du passé, du présent et du futur. S'il faut faire usage du passé, il va parler de ses réalisations en tant que garant de la nation, en tant que première institution de la nation, en tant que symbole de l'unité de la nation, en tant que représentant même de notre chère nation, qualité que personne n'a actuellement en ce jour en République démocratique du Congo. Et nos amis de l'opposition semblent l'oublier. Alors, parlant comme celui qui a eu à gérer le pouvoir du souverain primaire, au nom de la redevabilité, il ne pouvait que dire au peuple congolais, voilà la confiance que vous aviez placée en moi durant ces premiers quinquennats, au-delà de cette pandémie virale meurtrière qui a plombé toutes les économies du monde. Moi, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai eu à organiser la gratuité de l'enseignement, j'ai eu à maintenir un bon salaire assez acceptable, disais-je, des enseignants, j'ai eu à augmenter à la hauteur de 30% les salaires de fonctionnaires de l'État, j'ai eu à construire des écoles, des hôpitaux, j'ai eu à lutter contre les inégalités sociales entre les milieux ruraux et le milieu urbain. Et il ne pouvait que rendre compte à ce peuple parce qu'il n'est que à son tout premier quinquennat, alors que l'article 70 de la Constitution lui donne également pouvoir de postuler pour la deuxième fois. Cela peut éventuellement susciter un soutien, et cela a même suscité un soutien. Alors, pour réagir à ce que mon co-débatteur a dit, je pense qu'il est leader d'opinion, il doit être un éducateur de masse. Quand le peuple vient dans une ville, cela n'a rien contre la Constitution, cela n'a rien contre les lois qui régissent le fonctionnement de notre chère nation. Et pour cela, j'aimerais lire à son attention l'article 30 de la Constitution qui stipule que, si vous pouvez prêter oreille attentive, cher Moukouboua, toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Le deuxième alinéa stipule: aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Tout Congolais qui se dit aujourd'hui je veux fixer ma résidence à Kinshasa, cela ne cause aucune entorse contre le loi ou la Constitution. Très bien, très bien. Tout Congolais qui décide de venir habiter à Lubumbashi, étant donné que Lubumbashi constitue et sur le territoire congolais, cela ne brise nullement pas la Constitution de la République. Alors, je vais prendre ça comme un... Il ne faut pas être un agent ou un ange du malheur. Très bien. Pas bon. Je veux qu'on entre déjà dans les détails par rapport au secteur. Vous me donnez déjà la transition avec cette question de l'exode rural. On a parlé de deux villes principalement en RDC qui sont saturées. Il s'agit de Lubumbashi et de la province de Kinshasa. Est-ce que quelque part, parlant du volet social qu'il a abordé dans son discours sur l'état de la nation, est-ce que quelque part ça ne dénote pas de l'échec sur le plan social, ce qui fait que les Congolais, certains où ils ne se retrouvent pas sur le plan social et sont obligés d'aller chercher le bonheur ailleurs? Chercher le bonheur ailleurs, cela semble donner... Ailleurs, en dehors de leur milieu familier. De dire que le bonheur n'est pas au Congo,
et on va peut-être dans un autre pays où on comprendrait. Mais aussi longtemps que certains Congolais se disent actuellement à Kolwezi, il y a des grandes entreprises minières qui peuvent avoir besoin d'une bonne main-d'œuvre. Cela n'empêche pas qu'un Congolais érige domicile à Kolwezi, parce que je suis arrivé au Bazouélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. Honnêtement, je ne trouvais aucune entreprise minière à part les exploitants artisanaux. Je prends le cas de Bazouélé, à Bouta, à Monga, à Ageti. Je vu cela. Mais si, dans l'optique selon laquelle nous sommes tous à la recherche du bonheur, et si on trouve qu'aujourd'hui, on peut facilement trouver de l'emploi dans tel autre milieu qui se trouve sur le territoire congolais, cela ne pose aucune entorse. Est-ce que cela ne dénote pas de l'échec dans le sens où, prenons par exemple la MIBA, on a échoué de relever la MIBA qui pourrait peut-être, dans des provinces notamment vous avez cité, on a échoué d'y créer de l'emploi, parce que l'emploi c'est pas seulement les mines, c'est autre chose, c'est l'agriculture, là-bas on pouvait faire autre chose s'il n'y a pas de ressources du sous-sol. Monsieur Narcisse, je crois votre intelligence. Je crois que vous êtes un journaliste d'investigation, pas le moindre. Allez au niveau de la MIBA, demandez le capital investi dans cette entreprise, et allez à KCC, demandez le capital investi dans cette entreprise. Vous comprendrez sitôt que c'est la nuit et le jour en termes de sommes colossales investies à KCC. Alors, chaque Congolais qui trouve qu'il a de l'expertise, qu'il peut soit faire usage de sa force physique pour y travailler, cela ne cause aucun problème. Très bien. Il est vrai que dire en ce jour que le social du peuple congolais ne cause aucun problème, cela serait un mensonge. Mais face à ces problèmes causés par le social du peuple congolais, Félix Antoine Tshisekedi ne pas rester bras croisés. Il s'est de même pour apporter des solutions idoines. Et il a déjà apporté plusieurs solutions. Plus de 25 taxes ôtées sur le dos du peuple congolais. Ça, c'est un président qui milite pour que cela ne pèse pas lourdement sur son peuple. Est-ce que ça a eu de l'impact sur le panier de la ménagère? Naturellement. Peut-être qu'on ne le sent pas, mais c'est ce qui a été fait. Très bien. Dans chaque litre de carburant que chaque Congolais paye, le gouvernement congolais, sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi, a pris l'engagement de payer à environ 1300 francs congolais. C'est ce qui explique qu'en ce jour, au Congo, un litre d'essence coûte moins cher qu'en Algérie, qu'au Maroc, qu'en Égypte, qu'en Zambie, qu'en Angola, alors que nous ne produisons que minimalement le pétrole en République démocratique du Congo. C'est cela qui a poussé Tshisekedi à se dire l'article 43 de la Constitution stipule que l'enseignement de base dans des établissements scolaires publics doit être gratuit. Ces parents qui pouvaient payer 100 $ à l'école par mois à l'Athénée de la Gombe et qui pouvaient avoir 10 enfants, 10 enfants, disais-je. Très bien, c'est connu, la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, 1000 $ ne sont pas payés par rapport à ses parents. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient, le temps de faire réagir Denis. On va revenir, de toutes les façons, on va point par point, secteur par secteur. Aujourd'hui, il faut quand même saluer, il faut quand même apprécier ce geste-là, notamment au niveau de la gratuité de l'enseignement, notamment au niveau de salaires de base qui ont été majorés. On parle de plus de 400 000 francs en congolais pour l'enseignement. Oui, la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas le programme de Félix Tshisekedi. La gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel, c'est-à-dire il a mis seulement en effectivité cette gratuité au moment convenable. Mais il fallait avoir la volonté. Non, il y avait des choses qu'on devait... Il n'avait aucune... Non. Voilà. Il y avait le découpage des provinces et la gratuité de l'enseignement. Kabila, lui, il a fait le découpage des provinces. Félix est venu, il a mis en application
la gratuité. Et d'ailleurs, la gratuité... faut saluer parce que... Oui, oui. La gratuité avait commencé déjà dans certaines provinces. Mais la gratuité aujourd'hui, ça pose problème. Si l'économie de la RDC ne monte pas, c'est à cause de cette histoire. On ne pouvait pas. La mise en applicabilité de la gratuité, on n'a pas respecté les normes économiques. C'est-à-dire, il faut commencer par exemple, première année, deuxième année, troisième année, 5 ans, et c'est fini, on termine, on devait quand même résoudre certains problèmes. Puis c'est dans cette gratuité, il y avait aussi un financement. Nous avions emprunté à la Banque mondiale 1,4 milliard pour la gratuité que le pays doit rembourser. Ça, vous ne parlez pas. Nous avons une grande dette pour la gratuité ici. Et toute la vie de la République... Il faut vous comprendre par rapport à ça, ce n'était pas opportun d'aller jusqu'à la gratuité. Non, non, progressivement, puisque le problème du pays, on avait beaucoup de problèmes économiques. C'est-à-dire, vous maximisez d'abord les recettes, vous cherchez comment à faire des routes pour éviter cet exode. On ne peut pas faire la même politique au Katanga. La politique, on dit, c'est la politique minière. Politique économique du Katanga, c'est la politique minière. Mais quelle est la politique économique de Bandundu, d'Équateur et d'autres provinces? Et l'exode, c'est vraiment le facteur numéro 1 de sous-développement. Lorsque les gens abandonnent leur maison, dans toutes les provinces ici, les gens n'abandonnent pas seulement, puis c'est pour aller, ils pensent qu'il n'y a que les Kasaï qui abandonnent. Si tu arrives à l'Équateur, l'Équateur c'est vide. L'Équateur c'est vide. Si les gens de l'Équateur arrivent seulement à Kinshasa, c'est fini. Ils ne vont plus rentrer. Et ils vont rentrer comment? Pour rentrer, il faut avoir les bateaux. Il n'y a plus de bateaux. Et les gens ont subi d'abord des conséquences pour arriver à Kinshasa. Dans des baleinières, il y a des naufrages, ainsi de suite. Et rentrer, on dit non, je ne vais plus rentrer, sinon je vais mourir. Vous voyez, la province orientale là-bas est enclavée, là où il parle. C'est enclavé, il n'y a plus la vie là-bas. Or, auparavant, les bateaux partaient jusqu'à Kisangani, mais aujourd'hui, les bateaux n'arrivent plus à Kisangani. La population de là est vraiment enclavée, il n'y a plus la vie. Donc, quand Allé dit non, la vie, on voit le niveau de social à l'air. C'est déplorable. Tu sais qu'actuellement en RDC, il y a même des grandes personnes qui souffrent de la malnutrition aiguë. Ici, à Lubumbashi même. Vous en connaissez? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et voyez le niveau de salubrité que nous vivons. Va seulement à l'entrée des tunnels. Vous voyez, les tunnels là, c'est l'endroit le plus prestigieux de Lubumbashi. Est-ce que cette insalubrité dont vous décriez, c'est pas la faiblesse de ceux qui gèrent la ville que de mettre ça sur le dos des citoyens? C'est pourquoi je dis que lorsqu'il y a le surpeuplement subit, même les autorités vont souffrir de la maladie d'essoufflement. Donc, ils ne seront pas organisés puisqu'on ne sait plus maîtriser les gens. On ne sait plus. La ville était construite, par exemple, pour 2000 personnes. Subitement, vous avez 5000 personnes. Vous allez diriger comment? Très bien. Aucune personne ne sera dirigée. On va évoluer. Donc, la première chose, c'est maximiser les recettes. Très bien. Et de ce côté-là, on doit évoluer avec d'autres secteurs. Oui, la DGI a travaillé, beaucoup d'entreprises financières aussi. Les régies financières ont travaillé. Nous avons l'argent suite à cause de quoi? De nouveaux codes miniers que Kabila nous a laissés. De ce côté-là, il faut avouer aussi. Et ces codes miniers, l'argent entre, mais tout l'argent, on détourne ça. Tout l'argent, on paye à un groupe de gens. Puis c'est lui-même, le président de la République, avec des millions de dollars. Vous arrivez comme ça, un député, 21 000 dollars. Quand on dit qu'un enseignant touche le salaire de 400 000. 400 000 francs, c'est combien de dollars? Je crois que c'est 160 dollars. 160 dollars. À présent, l'aspect sécuritaire. Vous avez suivi le chef de l'État sur cette question. Je veux qu'on couple ça avec la justice parce que dans une certaine mesure, ça va de pair. Alain Nkami, puisque c'est vous qui avez la parole, Alain Nkami, est-ce que vous avez trouvé satisfaisant le bilan dressé par le chef de l'État dans ces deux secteurs, sécurité et justice en République démocratique du Congo? Vous avez aussi la latitude de revenir sur les points qu'il a eu à épingler. Merci, M. Narcisse. Sur le plan sécuritaire, vous savez,
notre fierté, notre joie expansive ou notre euphorie trouve son fondement dans le fait que aujourd'hui, chaque adepte ou disciple d'un candidat aux élections présidentielles ne fait que critiquer ce que Tshisekedi a fait, que nous estimons qu'il a fait du mieux, le mieux qu'il pouvait faire. Et personne n'apporte une alternative. Et ils attendent à ce que ce peuple puisse porter leur choix sur eux. Parce que... Il y a différentes propositions que vous n'avez pas suivies. Il y en a qui ont même proposé de construire des murs. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle qui ne savent pas parler de leur programme et ils se font même représenter pour parler de leur programme. Vous le savez, M. Moïse Katumbi. Il est incapable de présenter au peuple congolais. Il n'est pas représenté sur ce plateau. Il ne s'est pas représenté. Et le peuple n'est plus du tout pour se dire, mais écoutez, c'est un pacte social que l'on signe avec le peuple. Ce n'est pas par une représentation. Très bien, revenons au bilan. Nous avons beaucoup de candidats fantaisistes. Revenons au bilan. Aujourd'hui, notre jour, comme je l'ai dit dans ma dévancière par rapport à cette question, 2013, 48 heures seulement ont suffi pour que la ville de Goma tombe. Et cela poussa toute cette bande de l'opposition qui était au pouvoir à l'époque de signer en précipitation deux accords qui causent désastre à notre chère nation jusqu'en ce jour. Félix arrive et il l'a même dit, Goma ne tombera jamais. Et c'est un président civil qui dirige la République. Face à l'armée du M23, déclarée par la MONUSCO, l'ensemble de toutes les armées du monde, d'être une armée plus puissante avec un lourd armement, Tshisekedi avec une armée qui était sous embargo, Goma ne pas tomber, il a jugulé l'avancement spectaculaire de M23, il a réorganisé l'armée, il a par sa diplomatie fait lever l'embargo de notre chère nation. Je pense que si on est honnête, on doit se dire plus mieux que Tshisekedi, ça n'a jamais existé parce que dans toutes ces réalisations, on trouve qu'il y a de records historiques. C'est vrai qu'il y a de petits soucis dans la sécurité au niveau de notre chère partie orientale de notre chère nation, mais pourquoi ça continue à persister? Parce que Félix a dit non à la négociation avec le M23. Quand le M23, une frange du M23 qui s'était métamorphosée dans le parti politique CNDP, est venu déposer son cahier de charge à Félix Antoine Tshisekedi lors de ses consultations, il lui demande de respecter l'accord du 23 mars 2009. Tshisekedi regarde, il se dit dans cet accord, il est dit que je dois céder 47% de commandement militaire aux Rwandais. Dans la partie Grand Kivu, je dois céder 39% de commandement de la police. Aux Rwandais, je dois nommer de maire de ville, de bourgmestre, de zaté, c'est bien de Rwandais, tu sais que c'est. Mais ça n'a pas rapporté la paix. Non, non, il y a encore accepter ça, c'est une balkanisation de ma nation. Ni moi, ni des générations qui viendront après moi, personne n'acceptera de céder même un seul iota de la RDC à ces énergumènes rwandais. C'est ainsi qu'il a dit, je vais réorganiser ce pays et l'armée aujourd'hui, nous avons une armée réorganisée. Il a mis sur pied 3 options, l'option diplomatique, l'option militaire, l'option politique. Ça, nous sommes dans l'option diplomatique. Concrètement sur le terrain aujourd'hui. Concrètement sur le terrain, oui. L'intelligentiel Tshisekedi, avec son levier diplomatique, nous a pondu un document majeur qui demande un cessez-le-feu, qui demande l'arrêt immédiat des hostilités, qui demande le cantonnement de M23. Ce qui n'est pas respecté sur le terrain, ce n'est pas exécuté, oui. Mais diplomatiquement, ce document est d'une importance légendaire que nous pouvons le présenter partout parce qu'il comporte les signatures de plusieurs chefs d'État de la sous-région. C'est une promesse que nous devons saluer. Aujourd'hui,
La sécurité pose des problèmes, bien sûr, mais ça n'avance pas. Nous avons jugulé l'avancement de M23. Ils connaissent des pertes énormes en termes humains sur le terrain. Nous saluons le courage, la bravoure de notre armée. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de phénomène Ouazalendo à l'Est, des compatriotes qu'on salue, la bravoure, cet esprit patriotique de prendre des armes pour se défendre, est-ce que quelque part ça ne dénote pas d'une certaine faiblesse sur le plan étatique que des civils se disent bon, on risque de mourir, mieux vaut mourir en allant à la guerre que de mourir en restant chez soi? Merci, monsieur Narcisse. Je l'ai toujours dit que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un assemblage de tout ce qu'il y avait de bon dans Kasavubu, de tout ce qu'il y avait de bon dans Mobutu, de tout ce qu'il y avait de bon dans Mouzé Laurent Désiré Kabila, de tout ce qu'il y avait de bon dans Joseph Kabila, plus ses particularités. Non mais des civils ne devraient pas faire la guerre. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait demandé à la population congolaise de se prendre en charge face à l'agression barbare, meurtrière de Rwandais. Tshisekedi vient, il lance un appel pour un assaut patriotique, pour un dévouement et un zèle patriotique à toute la nation. Nos patriotes, appelés Ouazalendo, ont senti la nation en danger. Voilà pourquoi Tshisekedi les appelle, ce sont les héros, et nous nous inclinons devant eux. Très bien. Et c'est cette attitude qui doit nous caractériser, nous tous qui aimons le Congo, nous tous qui avons le Congo comme seule nation. C'est bien compris. Je pense que c'est l'optique Mouzé Laurent Désiré Kabila agissant en Tshisekedi comme on l'a vu au niveau des services nationaux à Kadiamakase. C'est bien compris. Provinces sont nourries en maïs parce que Tshisekedi... Denis Bédessi, on va revenir à vous. Tous les autres anciens présidents. Voilà, Denis Bédessi, sur le plan sécuritaire, il faut quand même saluer les avancées de la RDC face à cette agression rwandaise. Voilà, aujourd'hui, on parle, le chef de l'État ne l'a pas nié qu'on lui a posé cette question. Il y a même des armes, il y a même des drones qui arrivent, il y a de la technologie sur le plan militaire. Aujourd'hui, il faut quand même saluer ces efforts pour pacifier la partie est de la RDC. S'il y a la honte de la RDC sur le plan international, c'est son intégrité, cette faiblesse. La RDC, c'est un pays faible devant les États voyous. Les États voyous sont les États qui forment les terroristes. La RDC va négocier avec les États voyous pour venir finir les conflits que les États voyous ont amenés sur le territoire congolais. Félix a négocié avec quel État voyou? Félix est parti, mais le Rwanda, c'est un État voyou. C'est l'État. Quel contrat nous c'est l'État. Ce jour avec le Rwanda. Nous sommes jusqu'aujourd'hui. En ce jour, quel jusqu'aujourd'hui. Je suis très lucide. Félix n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Je te dis que le Rwanda a toujours son ambassade ici en RDC. C'est-à-dire un ambassadeur accrédité peut habiter, le Congo-Brazzaville peut habiter un autre pays, mais il est ambassadeur ici en RDC. L'ambassadeur qui était ici, c'est lui qui est parti là. On a refusé, mais le Rwanda a son ambassadeur dans un autre pays. Mais il est accrédité ici en RDC. Il y a toujours des relations diplomatiques entre la RDC. Peux-tu trouver le visa du Rwanda ici au Congo actuellement? Est-ce qu'auparavant on donnait d'abord le visa? Les gens partaient comme ça. Les gens de Goma là-bas traversent, non? Ils traversent. Oui, ils traversent. Non, c'est-à-dire rompre les relations diplomatiques, ça doit passer devant tout le monde. Ça va passer. C'est une ordonnance de fait. Vous dites, on n'a plus de relations avec tel pays.
On connaît la puissance d'un chef de l'État, c'est celui qui donne... Est-ce que le fait de rompre les relations auront de l'impact sur la guerre à l'Est, sur le champ de bataille? Non, oui. Si vous êtes en conflit avec un État, l'État qui vous fait la guerre, pour bien mener contre cet État-là, répliquer, il faut rompre les relations diplomatiques. C'est pourquoi aujourd'hui la RDC n'a pas de capacité d'attaquer le Rwanda. On fait seulement des discours d'enfants. Partout au nord, c'est le Rwanda qui nous attaque. Comprenons quand même. Hein, on est la réciprocité. Le public doit comprendre quand même quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas rompre officiellement, voilà, a de l'impact, je veux dire, ce lien de cause à effet avec les troupes, les militaires sur le terrain qui vont en découdre avec ces rebelles du M23? Qu'est-ce que ça a à voir comme impact sur le terrain? Non, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réciproque. Le Rwanda est entré au territoire congolais, attaquer les Congolais, tuer les Congolais, et le président est parti partout dénoncer c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Qu'est-ce qui lui empêche de signer la guerre contre le Rwanda, d'attaquer le Rwanda? Le problème de l'insécurité ne veut pas dire seulement puisqu'on n'a pas occupé Goma. Mais Bunagana, toutes ces villes-là sont occupées aujourd'hui et chaque jour il y a mort d'hommes là-bas. C'est la faiblesse de l'État. Et en réalité, Félix devait démissionner, puisqu'il ne parvient pas à donner la paix au peuple congolais. On devient président premièrement pour l'intégrité du territoire, deuxièmement pour la cohésion nationale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a l'intégrité territoriale? Est-ce qu'il y a la cohésion nationale? Partout, c'est toujours le même problème. Nous sommes rentrés, si c'est dans quelle époque, de conflits entre tribus et tribus dans toutes les provinces. Donc, ça ne va pas. Et s'il n'a pas donné tout cela, est-ce qu'il a donné au peuple congolais le travail? Il faut donner au peuple le travail et un salaire décent. Tous les pays, les grands pays, les pays qui sont vastes dans le monde entier sont développés, sauf la RDC, qui ne se développe pas. Et je ne sais pas si vous allez, c'est que la RDC, c'est le pays le plus riche potentiellement du monde entier. Mais voyez le niveau de la pauvreté de la population. Très bien. Toutes les villes que vous voyez ici, les Belges ont construit toutes ces villes pendant 15 ans seulement. Mais il y avait aussi la Première Guerre mondiale, il y avait aussi la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les méfaits des guerres. Et pendant la sécession, qui est ce président qui est entré au pouvoir sans pourtant trouver quelque chose de malheur? Mobutu avait trouvé la sécession katangaise, il avait trouvé la rébellion de Moulele, il avait trouvé la province orientale en rébellion. Mais il avait créé un climat de l'unité. Le chef doit mourir pour l'unité de son peuple. Très bien. Et Kabila, quand Mouzé est venu, Mouzé a trouvé le problème économique qui était le pillage. Il s'est relancé et il payait même les militaires $100. C'est pourquoi les gens abandonnaient les universités pour aller là. Alain Camille, je veux qu'on aborde cette question. Une certaine opinion estime que Félix Tshisekedi ne devrait pas répondre à Moïse Katumbi. L'interview sur France 24 n'avait pas des lieu ne devrait pas être tenu en ce moment. Est-ce pour répondre à Moïse Katumbi? Cela faisait suite à une question posée par le journaliste. Ce n'était pas une initiative. Non, mais devrait-il accorder cette interview sachant qu'il y aura sûrement cette question? Tshisekedi n'est pas de la trempe de certains présidents que nous avions connus à qui on donnait des questions avant l'interview. Si tel était le cas, il aurait dû peut-être éviter, mais Tshisekedi, peut-être quand vous aurez la chance de lui poser des questions, jamais il vous demandera en avance de déposer vos questions à la présidence pour qu'elles soient traitées comme on a connu un président qui rappelait même aux journalistes, mais vous avez oublié telle question. Comment lui pouvait déjà entrer dans la tête des journalistes et savoir que ce journaliste avait prévu telle question? Alors c'est quand on lui pose la question par rapport à Katumbi, dit mais écoutez, nous avions connu la décentralisation et l'autonomie de province. Au nom de l'autonomie de la province du Grand Katanga à l'époque, nous devrions connaître des merveilles. Surtout que c'était une période à vache à lait. C'est surtout que c'était une période où nous avions connu
le boom minier, surtout que c'était une période où nous avions connu le contrat sino-congolais avec bradage de nos minerais. Mais qu'avons-nous eu au retour? Quelle infrastructure nous avions eu? C'est le stade de Kamalondo, un stade privé. Mais regardez sous Tshisekedi, aujourd'hui, le stade de Kikula à Likasi en pleine réhabilitation, le stade Kibasa Maliba en pleine réhabilitation. Aujourd'hui, dans le Lualaba, nous avons un aéroport qui est presque fini, un aéroport international, sous l'impulsion du président Félix Antoine. Il y a des langues qui disent que c'est juste la finalisation de l'ancien gouverneur, des projets initiés par l'ancien gouverneur. Je pense que le service national a existé avant que tous les acolytes de la Kabylie, Joseph bien sûr, viennent au pouvoir. Mais au nom de la continuité du pouvoir, pourquoi le service national n'a pas su continuer? Il a fallu que Tshisekedi vienne pour continuer l'idée géniale de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Allez-y comprendre qu'il s'agit dans ce domaine de la volonté politique. Quand la volonté politique n'est pas au rendez-vous, on ne peut nullement pas parler de la continuité de l'État. Tout est question de la volonté politique. Et c'est Tshisekedi et ce président qui veut léguer aux générations futures des infrastructures d'intérêt public et non des infrastructures privées comme nous avons Hypnose ici, comme nous avons le stade de la Kamalondo. Ce sont des infrastructures privées qui ne servent et qui ne font entrer aucun sou, qui ne sont pas d'intérêt public. C'est bien compris. Alors, parce que, s'il vous plaît, que je riposte... Très rapidement, on doit aborder le deuxième sujet. Très rapidement, à ce que mon vieux a parlé des guerres tribales, je pense que nous sommes éducateurs de masse. Chaque fois que nous avons l'opportunité de parler à la population, surtout à la jeunesse, cette jeunesse comme ardeur, cette jeunesse comme verdeur, comme enthousiasme, comme de la juvénilité, nous devons faire voir à la jeunesse que c'est une frange majoritairement et socialement très importante et elle ne doit nullement pas se laisser... Alain, tu nous passes le temps inutilement dit. Manipulation politicienne. Nous devons faire voir au peuple congolais que la diversité culturelle que nous avons en ce jour en République démocratique du Congo doit constituer pour nous une force et une puissance invincible. Très bien. Voilà le langage d'un bon leader sur un plateau de télévision. On aborde le deuxième sujet de la cohésion nationale et du vivre ensemble. Quid des négociations pour un candidat, pour une candidature unique et voilà, autour d'une personne. Il y a eu les assises au niveau de Pretoria, en Afrique du Sud, mais visiblement, il n'y a pas eu de fumée blanche, il n'y a pas eu un nom qui a été cité. On parle d'une coalition, Congo-Makassi, quelque chose dans ce genre. Je commence avec vous qui observez l'opposition, qui veulent se réunir autour d'un nom ou autour d'un programme. Aujourd'hui, on parle de programme finalement. Voilà, la majorité au pouvoir, il semble que vous tirez des ficelles sous coulisses, incognito, derrière, pour que l'opposition ne se retrouve pas unie. Honnêtement, monsieur Narcisse, les agents du mal ont des appréhensions nuisibles sur nous du pouvoir. Et nous leur demandons de cesser le théâtre qu'ils veulent offrir au peuple congolais. Le chef de l'État, avec l'avènement Félix Antoine Tshisekedi, a su prouver au monde entier qu'il est venu pour la consolidation de la démocratie. En ce jour, zéro. Est-ce que vous êtes innocent dans cette histoire? Honnêtement, très innocent. Et pourquoi je parle du théâtre? Je peux même ajouter que c'est une aventure. Nous sommes à quelques heures du lancement de la campagne. L'opposition veut mettre sur pied un programme de gestion ou de gouvernance. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, ils n'ont conçu rien comme alternative
face à tout ce qu'ils ont reproché à Tshisekedi. L'opposition n'a rien en termes de programme de gouvernance dans sa baissière. Et ils veulent avoir déjà un programme à quelques jours. Ça s'appelle de l'impréparation et de l'arrivisme au pouvoir. Et le peuple qui n'est plus dupe, qui sait qu'il ne votera pas pour un candidat parce qu'il a critiqué Tshisekedi, mais il votera pour un candidat qui amène un bon projet de société, ne pourra pas se laisser entraîner dans cette aventure. Parce qu'en ce jour, le peuple congolais le sait pertinemment que moi, que l'opposition n'a pas un programme de gouvernance. Ils sont à Pretoria, 5. Bon, nous devons mettre sur pied un programme de gouvernance commun. Mais depuis tous ces temps, alors le peuple comprend que ce sont des anges de ténèbres qui viennent pour nuire l'ange de la lumière, qui est Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'ils n'ont rien comme alternative. Le mot alternative vient de alter du latin, autre. Mais il n'y a pas autre programme que celui de Tshisekedi. C'est désolant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Afrique du Sud? Pourquoi il n'y a pas un nom qui soit cité? Aujourd'hui, on parle de coalition ou d'un programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en Afrique du Sud, en fait. Décidé, Martin Fayulu était représenté là-bas. Oui, nous étions en Afrique du Sud, mais il y avait quelques points qu'on devait traiter là-bas. Les gens qui étaient partis en Afrique du Sud ne sont pas partis pour choisir, désigner un candidat commun. Ils sont partis pour faire un programme d'ensemble une fois. Les candidats portés par qui? Par tout le monde mais le programme a été toujours le programme du chef de l'État. Bien qu'il y a un premier ministre, on dit que c'est le chef du gouvernement. Le programme, on prend le programme du chef de l'État. Ce chef de l'État-là que vous voulez avoir, c'est qui? C'est sa question, la question du journaliste. Allez-y. C'est toi qui vas me poser la question. Non, je reprends la question du journaliste. Allez-y. Non, mais dans le choix, lorsque SID envoie son candidat, nous devons préparer en conséquence notre candidat. C'est-à-dire, SID connaît les caractéristiques d'un vrai président de la République. Nous devons chercher un candidat qui va donner des coups sans dents à Félix Tshisekedi. Martin Fayulu, puis c'est Martin Fayulu, il a l'intelligence, il est très honnête, il est courageux, il est discipliné. Est-ce que ce ne sont pas ces genres de propos qui vont faire à ce que ça ne puisse pas marcher en Afrique du Sud? Parce qu'il semble que Martin Fayulu veut absolument être le candidat qui sera soutenu par les autres. Non, même le débat, si on laisse un débat contradictoire avec Félix, nous allons dire que notre candidat représente l'intelligence, notre candidat est courageux, notre candidat est honnête. Et lorsque Alain dit que non, à Félix, on trouve tout ce qui se trouvait dans les anciens présidents chinois. Moi, Alain, Félix a essayé d'imiter Kassavou, remettre l'argent dans le trésor public. Il a fait une seule fois. Et si on calcule plus de 600 voyages, Félix ne remet plus. C'est-à-dire il a imité seulement. C'est un imitateur. Nous, quand nous sommes partis, même si on arrive ici dans nos têtes, nous savons que celui qui va remplacer Félix Tshisekedi, c'est Martin Fayulu. Mais est-ce que, parce que ça se dit, vous n'avez pas été débauché par Félix Tshisekedi, par le pouvoir, parce qu'il semble qu'on a écarté à un moment les représentants de Martin Fayulu par les autres délégations en Afrique du Sud. Non, suspect, il paraît. Non, là-bas on ne peut pas nous écarter, puisque si on tient compte même de public, c'est Martin Fayulu qui a une grande population par rapport à tous ces candidats-là. Et Martin Fayulu a l'expérience des élections. Nous aussi, nous avons l'expérience des alliés. Nous savons des connaissances d'avoir un candidat commun. On était avec Félix Tshisekedi, on choisit Martin Fayulu, candidat commun. Félix et Vital avaient refusé. Nous arrivons ici.
les gens qui étaient avec nous sont partis à l'union sacrée. Et nous sommes restés seuls, continuer notre lutte. Et jusqu'à tel point, nous avons continué une lutte qui est vraiment légitime, la lutte de l'audit des fichiers électoraux. Et les autres nous avaient abandonnés. Et moi, personnellement, je ne vois aucune importance des candidats comme là. Moi, dans ma tête, je vois seulement Martin Fayoulou m'a dit du candidat. Qu'est-ce que vous répondez ou quelle analyse vous faites sur la collade entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi à la CENI? Non, vous devez savoir que Martin... Tout le monde a interprété. Oui. Même vous dites quoi de cette accolade? Martin Fayoulou a deux valeurs d'abord essentielles. Il sait pardonner les gens et il a l'amour des gens. Et c'est quelqu'un qui est discipliné. Et vous savez, son parti, c'est SID, c'est sur base du développement et la citoyenneté. Lorsqu'on se croise, et je crois sur ces points-là, c'est le président qui était un peu timide, bien qu'il l'avait salué, mais ça devait être quand même une ambiance autre. L'ambiance que le président a présentée à ces footballeurs, il devait quand même présenter ça à Martin Fayoulou qui... on aurait cru, voilà, retrouvailles de personnes qui se retrouvent. Oui, mais ce n'est pas mauvais. Mais après, Nanga avait reçu les hyperkits. Qui, Denis Kadima, avait reçu ces hyperkits pour vous faire voir que chez Martin Fayoulou, il n'y a pas de compromis. Alain Camille, sur cette accolade, je vais que vous placer un mot. J'y vais, j'exemplarise. Tshisekedi devant Paul Kagame refusa de lui serrer la main. De le serrer la main, voulais-je dire. Mais devant Martin Fayoulou, il le serre la main. C'est pour dire que c'est aussi une promesse tenue de la campagne de Félix Antoine Tshisekedi, qui nous avait parlé que sous mon mandat, je vais accentuer la réconciliation nationale. Et le cas sont les gens dans ces domaines. Tshisekedi a voulu autrement faire voir au peuple congolais que même si politiquement nous ne savons pas regarder dans la même direction, nous ne sommes pas ennemis. Nous n'avons que le Congo comme patrimoine en commun et nous ne pouvons pas tomber si bas jusqu'au point de ne pas nous saluer. Je l'ai toujours dit, Alain Camille n'a rien contre Martin Fayoulou, le physique Martin Fayoulou. Alain Camille, comme porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga, n'a rien contre le physique Moïse Katumbi. De nos bouches, il ne sort que des bénédictions. Mais c'est sur l'approche politique qu'on ne sait pas dire la même chose, qu'on ne sait pas regarder dans la même direction. C'est dans la politique que nous avons différentes offres. Nous sommes venus auprès du peuple congolais avec un programme de gouvernance dans ces quinquennats finissants, axé sur, composé de 4 axes: la bonne gouvernance, l'homme, la croissance économique durable et la société solidaire. Pour le quinquennat prochain, nous y venons avec la RDC. Non, on n'entre pas là-dedans. Ce n'est pas le lien indiqué pour ça. Oui. Mais quelque part, est-ce que Martin Fayoulou n'est pas votre agent dans l'opposition? Bon, ça se raconte en tout cas. Au fait, dissipez un peu ce malentendu. Il y a un sérieux problème dans le fait de diaboliser, par exemple. dans le fait de diaboliser le politicien en République démocratique du Congo. Heureusement, nous fascistes, nous parlons avec élégance et clarté. En ce jour, je suis très fier de dire au peuple congolais que tous ceux qui ont accepté de suivre la philosophie politique de Félix Antoine Tshisekedi sont avec nous dans l'union sacrée et le nombre est pléthorique. En ce jour, Martin Fayoulou et nous avions signé notre charte au su et au vu du monde entier. Et Martin Fayoulou n'est jamais venu signer la charte de l'Union sacrée. Mais nous reconnaissons une chose. Au moins, Moïse Katumbi était venu adhérer dans l'Union sacrée
et a eu à avoir de ministères clés dans la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est bien clair. Mais Martin Fayulu, jusqu'à 16 ans, on ne l'a jamais vu. Ça, c'est clair. Mais Katumbi, au moins, était venu et nous lui avons donné de ministères clés. Ça, c'est clair. C'est bien entendu. On est pratiquement vers la fin de l'émission. Oui, on fait signe qu'on est pratiquement à la fin. Alors, on va faire le tout dernier tour de table. On commence avec vous, votre conclusion pour l'ensemble de l'émission, les deux sujets qu'on a eu à aborder. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, en 2018, il nous avait promis, un budget de 85 milliards de dollars. Donc, quinquennat, 85 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, nous avons un budget qui n'est pas réaliste de 16 milliards de dollars. C'est-à-dire, là, je demande au peuple congolais, avec un monsieur pareil, il faut... Non, donner juste au point de vue, il n'y a pas à influencer, il n'y a pas à... Non, là, je suis... Ils n'ont même pas un programme de gouvernance jusqu'en ce jour. Concluez. Ils ne sont là que pour Merci beaucoup. Non, chaque parti politique a son programme d'abord. Chaque président de la République, quand il arrive au pouvoir, il y a des réaménagements de son programme aussi. Donc, nous, SID, nous avons notre programme, mais parmi tous les partis politiques, le premier parti politique qui avait organisé le congrès, c'est SID. Nous sommes allés à Kisangani organiser le congrès qu'on avait intitulé le manifeste de Kisangani. Merci, on est à la fin, malheureusement. On est à la fin, il fallait conclure directement. Ne faites pas la même chose, pas de message, pas de concluer. En conclusion, j'aimerais mettre le mot du chef de l'État dans ma bouche, demandant au peuple congolais si nous devons repartir à zéro ou si nous devons consolider les acquis de la gouvernance sous Tshisekedi. Je pense que le peuple congolais est déjà mature. Il ne se laissera pas nullement duper par la démagogie de cette petite opposition revancharde qui n'a aucun programme de gouvernance jusqu'à quelques heures du début de la campagne électorale, et c'est triste pour l'opposition congolaise. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est par là que nous terminons Politique à la carte de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous fixons un rendez-vous la semaine prochaine. Il faut dire que déjà, ça sera en plein milieu de la campagne électorale. Voilà, on va essayer un peu de voir comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, comment cela va s'entamer. Merci à vous. Le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine. Merci à vous, Alain Camille, d'être passé dans Politique. Je vous en prie, monsieur Narcisse, surtout de l'honneur fait à ma modeste personne. Merci. Merci également à l'administration Malaïka. Merci beaucoup pour les considérations. Merci à vous. Le rendez-vous est fixé la semaine prochaine. Au revoir et restez en compagnie du programme de Malaïka Télévision.